Bon, ben voilà, alors je m'appelle Laurier Turgeon, je suis le directeur de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval et je vous souhaite donc la bienvenue à cette présentation. C'est la dernière présentation d'une série de 4 conférences que nous avons organisées cet automne sur le thème du patrimoine alimentaire et culinaire autochtone. Alors, nous avons eu le plaisir d'accueillir 4 personnes, dont 3 chefs autochtones. Alors, ça a été pour nous une, euh, une très belle expérience. C'est la première fois qu'on aborde la thématique du patrimoine alimentaire et culinaire. Et puis, on a été vraiment très, très heureux et très choyés de pouvoir le faire grâce à la participation des Premières Nations. Alors, nous avons aujourd'hui euh, euh, Monsieur Manuel Cartness qui va nous faire une présentation sur son travail et ses recherches. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Manuel Kakwa Cartness est diplômé d'enseignement de l'UQAC et aussi titulaire d'un DESS en gestion de l'administration publique de l'ENAP et également diplômé en cuisine d'établissement du Centre de formation professionnelle de Fierbourg. Alors, il a travaillé comme gestionnaire des relations entre les Premières Nations et les institutions gouvernementales. Il est enseignant au secondaire et à la formation professionnelle en cuisine. C'est aussi un amateur et je pense qu'on pourrait même dire un professionnel cinéaste qui produit des courts-métrages depuis 2021. Il a même un de ses courts-métrages qui a été prisé et a reçu le prix sélection des RIDM en 2023. Euh, il siège aussi comme membre du comité scientifique de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples, comme dynamique de mieux-être et de empowerment. Euh, il est très connu pour un livre qu'il a publié il y a quelques années intitulé Pachamama, Cuisine des Premières Nations, publié aux éditions du Boréal en 2009, pour lequel il a eu le prix d'or dans la catégorie Culture alimentaire canadienne au concours canadien des livres culinaires et du prix Lamézie international au Festival du livre gourmand de Périgueux. Comme artiste peintre, il a été aussi récipiendaire du prix spécial accordé à la création artistique par la Société nationale des beaux-arts de Paris. Alors, je remercie du fond du cœur Manuel Kakwa Kertnes d'avoir accepté notre invitation pour nous parler des patrimoines alimentaires autochtones aujourd'hui. Voilà. Alors, Manuel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Turgeon. Merci de m'avoir invité. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant de pouvoir appuyer justement euh, toute la démarche que vous faites aussi en même temps, puis de la manière à laquelle les gens peuvent œuvrer aussi dans ce milieu-là de la restauration, qui n'est pas un milieu facile, mais aussi en même temps je pense surtout à l'aspect là, de pouvoir protéger justement les savoirs, la manière de pouvoir les partager, puis aussi en même temps d'essayer de constituer un peu une idéologie de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui là, en 2023 de cet aspect-là. Chose qui n'est pas facile. J'aimerais ça partager l'écran. Oui, maintenant, je peux le faire. Excellent. Euh, euh, j'ai euh, euh, j'ai quand même là une petite introduction à tout ce qui va se dire là. Donc, vous comprendrez que si nécessairement vous avez besoin, vous pourrez toujours m'écrire en passant par l'organisation ou sinon allez voir ma page Facebook, hein, qui est un peu le lien là, pas mal référentiel pour bien des gens. Donc, je suis Emmanuel Kakwa-Kurtnes, Pegoraminut de Meshtouyats, donc Kakwa, Kak, qui veut dire en réalité les porcs épics, Kakwa, la famille des porcs épics, et Kurtnes, ben, c'est un nom écossais qu'on nous a attitré, un peu comme on a fait là, pendant le temps où on rencontrait des Autochtones, puis que c'était plus facile de nommer les gens par un nom qu'ils connaissaient, ce qui veut dire aussi en même temps, n'oublions pas que le processus
de la colonisation, dont je vais juste effleurer quelques mots aujourd'hui, avait comme pour but nécessairement de pouvoir un peu diluer les Autochtones à travers le système canadien, puis bon, ben, d'essayer de tout. Là. Donc, nous, on a rencontré quelqu'un qui avait probablement une ascendance anglicane à l'époque, et là, ben, c'est ça. Donc, dans l'histoire, voilà. Pegwagaminut, ben, Pegwagami veut dire le lac plat. Pegwagaminut, ça veut dire l'humain du lac plat. Parce qu'un Innu, pour nous, c'est un humain. Alors, puis Meshtoyats, ça veut dire une pointe. Il y en a plusieurs pointes. Mais c'était toujours de manière cyclique où on indiquait un lieu. Quand on parlait de Meshtoyats, on pouvait savoir que c'était au Pegwagami. Donc, sur tous les plans d'eau, des Meshtoyats, il y en a, mais quand on parlait de cet élément-là de rassemblement, donc c'était cyclique et puis c'était le principe là, de pouvoir savoir à quel endroit on parle. Je suis un artiste multidisciplinaire, bon, puis c'est moins compliqué de vous donner que tout vous donner mon CV de 10 pages, mais artiste multidisciplinaire, c'est aussi dans un contexte où nécessairement on doit qualifier la manière à laquelle on a une approche pédagogique, une approche scientifique, une approche technologique face à des éléments que nécessairement on s'aperçoit qu'on a beaucoup de connaissances. Euh, Mon diplôme, bon, les diplômes, bon, c'est parfois important dans la discussion, comme on l'a mentionné tout à l'heure. À la base, pourquoi avoir fait le choix d'aller chercher une formation en cuisine d'établissement? C'est simple, c'est que je voulais pas, excusez-moi le mot, je voulais pas me faire écœurer comme étant quelqu'un qui n'avait pas de formation. Vous savez, là, dans le milieu de la restauration, puis dans ma démarche de ce que je voulais faire, moi, c'était de promouvoir le mode de vie et surtout son garde-manger. Et surtout l'intelligence des peuples autochtones de transformer, d'utiliser de A à Z l'ensemble d'un animal. On le fait aujourd'hui dans un contexte là, en boucherie, les gens qui font la transformation de A à Z. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte où on va avoir un animal, on utilise sa peau, on utilise les os, bon, puis bon, bref, dans l'histoire. Mais aujourd'hui, le réflexe de ce savoir-là est beaucoup plus affecté qu'avant. Donc, moi, mon objectif à l'époque, quand j'ai décidé de partir à l'école de cuisine en 2005, ben, c'était justement ça. Alors, j'étais attaché politique le dernier job que j'avais, le dernier emploi, mais par la suite, quand je me suis inscrit, ben, c'était vraiment pour m'en aller en cuisine. On m'a dit, pourquoi la cuisine, Manuel? Ça va-tu? Ça va-tu bien dans ta vie? T'es-tu malade? Y a-tu quelque chose? Ben, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai passé ma vie à entendre parler des peuples autochtones comme étant des gens excusez-moi les expressions que je veux dire, qui se font vivre, qui sont des braconniers, qui sont des gens qui ont peu respect envers la nature. Puis bon, c'est plus facile de se faire juger par les voisins que de se dire, ben, au contraire, on avait quand même un impact extrêmement important sur la relation qu'on avait avec le territoire, mais aussi en même temps avec l'importance de la ressource. Donc, je voyais que nécessairement dans ma communauté aussi en même temps, il y avait des pertes de ces savoirs-là. Il y avait ces objectifs. Donc, j'ai regardé beaucoup plus proche dans ma famille, aussi en même temps de vivre de cet encadrement-là, d'avoir un respect en lien avec les pratiques qu'on appelle Ilno Aitun. Ilno Aitun, dans le fond, pour nous, c'est des activités en fonction du cycle des saisons. Donc, c'est des activités qui se passent sur le territoire. Le territoire n'étant pas juste à l'extérieur de la réserve. La communauté, aujourd'hui, là, c'est aussi le territoire. Souvent, les gens, là, quand ils parlent du territoire, ils voient ça extrêmement loin, mais le monde moderne aujourd'hui, pour nous, là, que ce soit à Saguenay, que ce soit donc les rivières, c'est surtout les plans d'eau, donc on avait cette proximité-là. Alors, c'est ça. Donc, je suis allé chercher mon diplôme, puis par la suite, ben, j'ai réussi à faire ma formation, même si j'avais des connaissances, des compétences. Je m'étais dit, dans le fond, quand je vais parler de cette cuisine-là, ben, je serai en mesure de pouvoir expliquer, puis d'avoir aussi une certaine reconnaissance. Pas drôle à dire, mais voilà, c'est comme ça. Donc, tout au long de ma vie, mon père, ma mère ont fait de moi la personne qui a eu la chance de manger, goûter la cuisine, puis de la proximité des pratiques des Nouétounes, comme je le disais tout à l'heure, des activités cycliques des gibiers, gibier à poil, à plume, euh, en passant à poil et à plume, aucune connotation là, à ce que vous avez peut-être comme idée, mais vous comprendrez, c'est la catégorie là, des animaux de la manière comme on le dit. La pêche, les nombreuses activités de cueillette, bon, avec mon père, dès l'âge de 3 ans, mes parents demeurent toujours sur le bord du Péquagami. Mon père a 87 ans, ma mère a 86 ans.
sont encore très autonomes. Mon père conduit sa voiture. Et mon père, j'ai la chance d'avoir vécu avec lui comme petit garçon, de participer avec lui puis mes sœurs à la pêche traditionnelle au filet sur le Péguarim. Donc, pendant ma jeunesse, le lac a été un accès direct aussi en même temps, au lieu de baignade, un lieu de pêche à la ligne, en tout temps avec les amis, puis nécessairement ou seul. Bon, un jour, la modernité a frappé justement notre famille dans le sens où Alcan a décidé de construire un ouvrage pour bloquer les vagues qui grugeaient tranquillement, pas vite, notre bordure du lac, puis atteignaient parfois quand la vague frappe, atteint la maison. Imaginez. Donc là, on a dit à ce moment-là, bon, écoutez, on va faire ce barrage-là, puis ça devient un écueil pour la pratique de la pêche traditionnelle au filet, parce que nous, on prenait la chaloupe, on prenait le canot, on y allait directement. On était sur le bord, on pêchait à partir des roches, on était directement là. Donc là, on nous ajoutait justement une bordure d'à peu près environ une dizaine de pieds de hauteur, 10-12 pieds, tout dépendant des endroits. Et sur les 2,7 km de remparts qu'on a fabriqués sur le bord de notre communauté, ben, il restait à peu près environ 1 kilomètre de terrain qui était plus ou moins là, accessible, parce que dans le fond, c'était ceux des plages puis des villégiateurs, à laquelle la plupart du temps, bon, concernant les villégiateurs, ne sont pas des gens de la communauté autochtone. Tu sais, c'est des gens qui ont des chalets, mais qui donc sont régis par un propriétaire terrain qui est autochtone, mais qui vend les droits d'accès de chalets, donc nécessairement pas accessibles pour nous. Dans une autre partie là, de la communauté, il reste environ, mettons, une rampe facile. Il y a deux rampes d'accès pour reculer son canot, son bateau, mais c'est pas une pratique familiale, ça, parce que les gens, les Inuits, ils ont des canots. Donc, là, une chaloupe, un moteur, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis dans notre famille, bon, on n'était pas une famille très riche. Donc, à ce moment-là, la seule place qui restait, c'est quand on partait en forêt. Sinon, ben, il y a à peu près une centaine de pieds là, qu'on appelle, nous, ici à proximité, la baie Boivin, là, 100 pieds de sable, où ce que les gens pouvaient s'installer. Pour vous parler un petit peu, là, je vais alterner dans 2, 3 fois là, avec une présentation. Là, j'aimerais ça vous présenter un petit bout de film. Petit bout de film intéressant qui, justement, fait allusion à cet encadrement-là au niveau de la culture familiale. Donc, c'est mon père, mes deux enfants, Malik et Thomas, et moi, et on prépare le filet dans la même vieille boîte de carton que mon père avait. Puis, ce filet-là, ben, l'important, c'était la première fois qu'on pratiquait la pêche au filet avec mon père, puis on a ressorti tout ça. Donc, vous allez me permettre de partager ça, et je vais cliquer là-dessus. Vous me direz si vous entendez le son. Je me souviens de ce que tes grands-parents ont fait avec nous pour nous transmettre les savoirs. Du moins une partie, car j'ai des souvenirs, des moments vécus et souvent des réflexions sur ce qu'ils nous ont appris. Je pense qu'ils nous ont transmis le même apprentissage qu'ils ont vécu avec les arrière-grands-parents, leurs amis et leurs familles élargies, qui ont contribué à leur faire découvrir ce mode de vie. Go! Non, c'est grave pas. Moi, je suis Nat, t'es deuxième. troisième, t'es troisième. Oui, encore. Le regard que porte mon père sur toi, c'est son plaisir de passer du temps avec toi. Oh, ça va faire, je vais gagner. Ouais, Thomas, vite. Pêche-toi. Malik, Thomas, te souviens-tu quand j'ai fait cette pêche traditionnelle au filet et que ton grand-père a pris le temps de me rappeler les actions à faire? Je me souviens de la dernière fois qu'il avait mis un filet à l'eau. Je crois que ça date d'au moins 30 ans. Son embarcation n'avait pas été utilisée depuis ce temps. Son moteur, le filet et même la roche qui tient le filet au fond du lac, tout ça dormait depuis tout ce temps-là, soigneusement conservé dans son garage. C'est l'héritage matériel de ton grand-père. Nous l'avons mis de côté depuis la construction du rempart de béton, celui qui nous bloque l'accès rapide au Péquaremi. Mais aujourd'hui, nous prenons tous les moyens pour y retourner à notre garde-manger. Bye bye. Bye. Donc, vous comprendrez que, est-ce que vous avez entendu le son?
Oui, bon, parfait, ouf. Enfin, j'ai réussi. Vous comprendrez que dans cet extrait-là, que je trouvais extrêmement important à présenter aujourd'hui, on puisse être en mesure de voir nécessairement toute la relation que on tenait au lac, cette implication-là. Moi, j'aurais jamais pensé que de ma proximité, aussi proche que ça, on puisse atteindre justement dans ma pratique, dans ma manière de faire, dans mon objectif, même pour la motoneige. Tu sais, avant ça, on allait à la pêche sur le lac directement, on mettait nos roquettes, puis moi, je me souviens que ma sœur me racontait quand elle était jeune, quand elle allait pêcher à la ligne, elle partait après l'école, elle allait visiter sa ligne avec son toboggan, puis ses raquettes, puis elle revenait, puis elle ramenait du poisson, là. Donc, c'est un accès de la pratique de proximité. Maintenant, aujourd'hui, on en est là. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté nécessairement d'aller à la pêche avec mon père parce que c'est au moment où on pouvait y aller. Puis depuis ce temps-là, mon père n'avait pas recommencé à pêcher. Et quand on voit dans l'extrait, justement, mon père qui est en train de préparer le filet, ça faisait au-delà de 30 ans qu'on n'avait pas sorti de la chaloupe, qu'on n'avait pas repris le même moteur encore en même temps qui fonctionnait encore, le même vieux filet, qui n'était pas parfait, mais on a attrapé quand même du poisson, que mes enfants étaient tout ébahis de voir que c'est autre chose que d'aller acheter du poisson déjà tout fait. Donc, un poisson entier, vivant, qu'on sort. Donc, c'est toute cette relation-là qu'on avait de proximité avec ces compétences-là et cet environnement. Le cycle des saisons chez les peuples nomades, bon, faut pas se le cacher, là, le contexte moderne, là, ça va pas améliorer nos pratiques d'Inuit. Ce sont des actions cycliques des peuples nomades basées sur les faiblesses des animaux. Puis la pousse, les pousses, puis nécessairement les fruits qui sont prêts à manger, des noix qui sont à point, et puis qui vont mener au déplacement de la préparation de chacune des saisons. OK? Dans ce sens-là, ce que je veux expliquer, quand je parle de la faiblesse des animaux, il faut connaître le cycle des saisons. C'est-à-dire, dans le fond, le bon temps pour pêcher la Wananiche, c'est pas l'été. Oui, sur le bord du lac, au filet, c'est correct, mais en réalité, à l'époque, avant, les familles remontaient en territoire. Puis moi, je prends la rivière Achamousouane, ici, à quelques kilomètres, où les gens connaissaient les lieux de frais des Wananiches. Moi, je me rappelle, entre autres, d'avoir enseigné dans un CFP, entre autres, je vais le nommer, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, là, le centre de formation professionnelle à Jonquière. Et j'ai rencontré un enseignant qui, lui, venait de l'Abitibi. Puis il me racontait que dans sa communauté, dans son village, il voyait au loin, des fois, les Autochtones aller dans ce coin-là l'automne, puis c'était la période de frais. Puis bon, là, son père s'en allait au bout du champ, puis il allait, ni plus ni moins, chicaner les femmes autochtones qui étaient là, puis qui ramassaient le poisson. Comme si c'était des braconniers, puis il m'a même dit que c'est pas drôle quand j'entendais ça, mais là je me disais, tu sais, je regardais, tu sais, pas comprendre comment les Autochtones vivent pour être en mesure de pouvoir, ni plus ni moins, violenter les gens qui, ni plus ni moins, ont besoin de manger. La faim, là, c'est une chose extrêmement importante, là, tu sais, l'abri, se vêtir et manger. Nous, là, on savait tout faire de A à Z avec un animal. On avait des pratiques, on avait un encadrement. Bon, c'est correct aujourd'hui, on achète sur eBay ou encore peu importe, là, vous faites venir vos choses, puis bon, voilà, vous avez une économie, là. Mais nous, on savait c'était quoi faire l'effort d'aller chercher les choses. Donc, la modernité d'aujourd'hui fera en sorte que quand on regarde cette manière-là de manière législative, ben, on dit, ah non, 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 les Autochtones ne peuvent pas nécessairement vivre de cette manière-là. On ne peut pas continuer à les laisser faire ce genre de choses-là. Fait que quand il m'a parlé de cette chose-là, j'ai dit, ah, ben oui, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, j'ai une autre vision en ce qui a trait à l'importance de la sauvegarde du patrimoine des Premières Nations, c'est-à-dire, dans le fond, quand il y a une économie qui est basée sur la pêche, à qui vous donnez des permis pour que les gens aillent faire la pêche, là, ni plus ni moins, sur le fleuve ou encore, bref, une pêche commerciale. Et là, les stocks réduisent parce qu'on ne sait pas, hein, on pêche puis on ne voit pas nécessairement la quantité de poissons. On ne se dit pas, oh, on a pris 10% aujourd'hui, on est correct pour la sauvegarde. La morue là, a connu justement une extinction presque totale, ce qui fait en sorte que nécessairement, nous, quand on voit ce genre de choses-là, ben on se dit, on se pose des questions face à la manière de gérer les stocks. Alors là, quand on voit ce genre de choses-là, on parle d'une crise économique. Mais quand c'est des Autochtones qui pêchent dans un lieu, en fonction d'une saison, en fonction d'un cyclique, manger pour nous, parce que n'oublions pas que la morue, on la vend partout dans le monde. Donc, on prend nos stocks ici pour l'envoyer partout dans le monde.
Ça, c'est une crise économique. Tandis que quand c'est des Autochtones, c'est du braconnage. Alors, il y a eu plein d'histoires, je pense, législatifs, des cas de cours que vous avez entendu parler, entre autres, justement, l'arrêt Sparrow, là, entre autres, qui a fait en sorte que, tu sais, bon, on a changé un petit peu la vision de voir, de quelle manière, justement, la loi constitutionnelle de 1982 avait un impact là, en disant, ah, finalement, il existe les Autochtones, ils sont là, il faudrait qu'ils mangent aussi. Donc, on va les sortir de ce cadre-là, on va leur donner justement ce qu'on appelle un ASR. Dans le fond, c'est une loi qui permet, pour des raisons alimentaires, sociales et rituelles. Tous les jours, 365 jours par année depuis que je suis né, je mange. Donc, nécessairement, si moi, mon garde-manger, c'était de manger de l'orignal, c'était de manger du castor, c'était de manger de l'ours, c'était de manger du poisson, de la wananiche, ben nécessairement, je m'attendrais à ce que mon alimentation soit respectueusement accessible. C'est-à-dire, dans le fond, dans un cadre de me nourrir, je devrais nécessairement avoir plein droit, plein priorité. Mais c'est pas comme ça que ça se passe au Canada. Il y a quand même des règles, donc des lois, puis bon, il y a eu l'arrêt Marshall en 99, il y a eu toutes sortes de lois qui font en sorte que nécessairement, on est contraint, nous, à toujours être soumis à l'autorisation. Puis quand je lis la loi, c'est la Cour suprême qui dit, bon, identifie un droit ancestral de pratiquer l'ASR en vertu de l'article 35, les lois constitutionnelles de 82, à la suite de décisions, pêche et Océan Canada à l'étendue, bon, permet aux Premières Nations du Canada de pouvoir pêcher. Bon, c'est ce que ça veut dire un peu là, rapidement. Donc, la plupart des pêches autochtones ont lieu au même moment que les pêches commerciales. Il est là le problème. Le problème est identitaire en fonction de la pratique du cycle des saisons. Je ne mange pas d'orignal 365 jours par année. C'est pas comme les fraises qu'on peut trouver chez, bon, je veux dire, chez Costco, là, ou encore tout autre commerce, là, où ce que je dis, hey, wow, les fraises sont arrivées, les framboises sont là. Non, nous autres, c'était cyclique. Ce qui fait en sorte que notre garde-manger a un impact sur notre influence alimentaire à nous, familialement parlant. Et cette pratique-là vient nous régir justement dans les camps et dans les lois. Je vais faire un autre saut. Parfois, là, je ne vais pas être toujours rabat-joie dans regarder ce qui se passe ailleurs. Mais chez nous, localement, dans ma communauté, bon, c'est une communauté quand même assez moderne. On est à proximité urbaine. On n'est pas comme à celle de Wendake ou encore à celle de Wahat, qui est sur la Côte-Nord, mais Mashtoyat, c'est quand même à proximité dans un milieu. Semble-t-il qu'on nous a découvert alors que ça faisait quand même quelques 4 ou 5 000 ans qu'on était présent sur le territoire. Mais bref, écoutons, quand on vient faire un tour, on découvre toujours quelqu'un d'autre. Cet aspect-là, nous, on l'a vécu aussi dans un aspect très colonialisme. Donc, avec ce qui vient avec. Donc, dans le fond, les gens ont vécu, puis on subit là, quand même des situations pas nécessairement faciles. C'est-à-dire, dans le fond, si on vous empêche de manger votre garde-manger, moi, mon père racontait que mon grand-père embarquait dans le train, le chemin de fer, qui montait vers le nord, puis les gens se cachaient, puis quand il y avait l'opportunité de tuer un animal, ben là, des fois, ils montaient en cachette le soir, la nuit, dans le train. Puis là, ben, quand ils arrivaient pas loin de Saint-Prime, à quelques kilomètres de chez nous, pas loin de la rivière à Chasse, là, ils tiraient le gibier dans le fossé. Tu sais. Fait que là, et puis là, la nuit, ben là, ils débarquaient un petit peu plus loin. Puis là, ben, dans ce temps-là, les Autochtones, ils les voyaient pas. Mais là, c'était d'aller rechercher la viande parce que c'était interdit de manger de la viande. Donc, imaginez, là, depuis 1856, là, au moment de la création de la réserve, WH1 05 dans le temps, Mashtoyats, ben, Pointe-Bleue, à l'époque, ben, c'était quand même interdit de manger ton propre gibier. Là. Fait qu'imagine, fait que, tu sais, bœuf, porc, poulet, tout ce qui est importé, ça, on va vous nourrir. Mais de continuer à pratiquer leur alimentation, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant. D'ailleurs, on se rappellera que notre présence était quand même là depuis quelques centaines de milliers d'années, peut-être. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que pour certains, oui. D'ailleurs, à Machoyas, en 2018, là, on a trouvé une tête de hache qui, selon les archéologues, prouve une présence d'au moins 5000 ans.
Et ça, c'est à proximité du site où la Hudson Bay avait construit, justement, sur Mashtowias, l'endroit La Pointe, où les Autochtones se réunissaient justement de manière saisonnière en été. Et on a découvert, quand on a déconstruit l'épicerie chez nous, il y avait une section quincaillerie. Puis dans la section quincaillerie de l'ancien épicerie Accept, qui était une vieille bâtisse, quand on a défait ça, l'entrepreneur en question a comme l'appelle comme soulevé de la terre, puis ils ont vu tomber un morceau. Puis là, il s'est aperçu que c'était pas un morceau, c'était pas une roche carrée, là. C'est pas une roche qui n'a pas été travaillée. Elle avait vraiment une belle forme. Et cette forme-là, c'était une tête de hache. Puis à la blague, parce que l'endroit où ils l'ont trouvé, à la blague, moi, j'ai toujours vu dans cet endroit-là la zone quincaillerie où on vendait des têtes de hache puis des scies. En tout cas, je ne sais pas si c'était un pur hasard, probablement. Mais tout ça pour dire que là, on venait de trouver une preuve. Même si on savait qu'on existait, même si on savait qu'on était là, puis même si je regarde tous les humains qui sont vivants encore sur notre Terre ici, sont de cette origine-là, là, on devenait trouver une preuve tangible de l'occupation du territoire. 5000 ans, c'est quand même une des anciennes pièces, là, les plus anciennes là, ici dans la communauté. Ce lieu-là, c'est aussi en même temps un lieu à Mashtowias qui est un lieu très, très utilisé. Il y a la caisse populaire qui est à proximité, donc le guichet automatique. Je ne vais pas faire de plug pour Desjardins, mais voilà. Et sur la pointe, justement, où on retrouve les gens, où les gens utilisaient l'endroit, on a aussi un lieu qui, des fois, les gens n'aiment pas trop aller voir. Et proche de ce lieu millénaire-là, dans le fond, il y a des gens de la communauté que je connais bien, qui sont identifiés comme étant des itinérants de la population. Moi, je les appelle nos nomades modernes. Tu sais, ils sont très visibles, très présents sur le bord du lac. Au moins une ou deux fois dans la journée, là, ils vont s'asseoir là. Ils vont regarder le lac. Ils vont entendre les vagues. Ils vont voir les pêcheurs passer. Tu sais, c'est des gens que je connais qui ont une pratique depuis plusieurs années. Puis si j'identifie ces personnes-là, c'est probablement des gens que je connais qui ont été guides pendant des années, mais qui peuvent plus être guides parce que justement, ils ont peut-être vécu des situations pas faciles. Ils sont allés au pensionnat, ils ont vécu toutes sortes de situations X, Y, Z. Puis des fois, cette pratique-là est comme pas mise en évidence. Pourtant, dans ma communauté, tu sais, quand on défend nos droits, nos titres, puis nos pratiques, ces gens-là ont cette expertise-là du territoire qui est extrêmement importante. Je prends une fraction de seconde encore pour en parler. Je me souviens, c'était le 7 septembre 2023. Il y avait 6 individus qui étaient proches, puis que, ces gens-là étaient assis, ces personnes-là étaient assis sur le bord du Pegorami. Puis, ils étaient en mode observation. Chose que moi, j'avais pas fait quand je suis allé souvent dans ce coin-là. Puis, être assis là, contemplatif, comme s'ils attendaient que les gens en canot allaient arriver sur le bord. C'est des gens super sympathiques en passant, puis que pour eux, là, c'était « Ah, tout va bien, tout est correct, je peux vivre encore. » Puis il y a même de ces gens-là qui vivent dans notre communauté, dans la forêt à proximité. Ils ont une petite tente, un campement, puis ils s'installent là souvent pour être sûr, certain que c'est correct, Yannick, vas-y. Ma collègue qui vient faire son dîner. Tout ça pour dire que ces gens-là, nécessairement, je trouvais que c'était extrêmement important d'avoir encore ce coup d'œil-là de cette pratique encore existante dans leur façon, dans leur manière de vivre. Donc, je voulais faire un aparté de tout ça. C'est nos nomades modernes aujourd'hui. L'accès aux ressources, là, c'est pas toujours nécessairement facile. Bon, vous comprenez un petit peu tantôt, j'en ai parlé. Si quelqu'un, actuellement, je suis conseiller au développement stratégique pour la Société de développement économique INU à Mashtowias. Moi, je travaille des fois avec les entrepreneurs de la communauté, des gens qui vont développer des entreprises qui souhaitent faire de l'accueil ethnoculturel. Puis encore même dans la communauté, parfois, c'est pas toujours facile d'avoir cet élément-là de relation avec la chasse, la pêche, nos pratiques culturelles, c'est-à-dire dans le fond la matière première, pour pouvoir les transposer, puis de quelle manière on doit justement intéresser, d'en faire une certaine économie. Donc, à la limite,
les gens de nos Premières Nations, quand on accueille dans un contexte de fête, on peut trouver nos aliments de nos lacs, nos rivières, nos forêts, tout comme ceux qui se déplacent avec la migration, c'est-à-dire, dans le fond, vous comprendrez, les animaux, et puis en faire goûter à des gens. Donc, dans le cadre d'une fête ou d'une activité, comme on a dit tantôt, qui était selon la loi, la SR, donc ça permettait aux gens de pouvoir le faire. Il y a eu, en 2014, je ne sais pas si les gens se souviennent bien là, de toute cette période-là, mais moi, je m'en souviens très bien, le ministre de l'Environnement péquiste de l'époque, Yves-François Blanchet, hein, qui est maintenant le chef du Bloc aujourd'hui, s'était présenté au restaurant Le Toquet à Montréal avec le chef Laprise et puis le chef Martin Picard, deux personnes que je connais bien, pour offrir à la table des grands restaurants de la ville de Montréal ou d'ailleurs, dans un projet pilote lancé, pour que 10 chefs puissent être en mesure de pouvoir avoir des gibiers, de la chasse, de nos pratiques culturelles à nous, à la table de ces grands restaurants. Bon, en fait, l'idée, c'est pas mauvais, mais à mes yeux, c'était quand même assez insultant pour les Autochtones à cette époque, parce que pour ma part, moi, j'étais outré de voir que la restauration gastronomique souhaitait se l'approprier pour une clientèle bien entière. Ou encore une clientèle qui va vivre une expérience. Mais nécessairement, il y a une référence financière quand on va manger dans un restaurant, c'est que je vais payer en fonction de la qualité. Donc, si tu as un chef plus haut élevé, ben, tu vas payer en conséquence pour le décor, tout ça, puis la manière d'avoir travaillé le poisson. Moi, ce que je trouvais que c'était difficile à comprendre, c'est que quand moi, j'ai voulu en faire un bruit médiatique, on n'en a pas tenu compte. Tu sais, c'était comme, oh, moi, oui, mais tu sais, dans le fond, ça ira pas trop loin. Tu sais, on sait bien là, que ça marchera pas. Puis bon, si on donne de l'importance, jusqu'où, tu sais, on va en donner de l'importance à tout ça. Fait que bref, c'est pas grave, moi je continuais mon chemin parce que l'objectif, c'était pas de plaire à l'ensemble de la population québécoise, mais c'était beaucoup plus d'essayer de prendre conscience avec nos gens dans nos Premières Nations que cette alimentation-là nous a fait vivre pendant 5000 ans et qu'encore une fois, on souhaite en vivre, mais là, c'est extrêmement difficile parce qu'on combat toujours vers des règles et des lois qui pourraient facilement être adaptables en fonction des connaissances et des compétences. Je suis pas contre les lois ni les règles, mais c'est juste que dans le fond, moi, je pense qu'on pourrait faire autre chose. J'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller sur, j'imagine, Radio-Canada, il y a Cuisine autochtone, tradition, forêt, gibier, plantes, nature, archives. En tout cas, bref, je vais voir. Il y a un archive où ma tante Juliette, en 1977, cuisine avec l'animateur de Radio-Canada, a cuisiné de l'ours, du castor. Je mettrai le lien là, sur le site, sur le chat là, dans quelques instants, là, parce qu'on n'aura probablement pas le temps de tout voir. Et je ramène à ce que les gens voulaient faire manger à l'époque dans la restauration québécoise. C'est le castor, le lièvre, le cerf de Virginie, l'écureuil, le rat musqué, piégé, chassé ou à l'état sauvage. Donc, bref, dans l'histoire, tout ce qui appartenait à notre garde-manger. Donc, moi, je trouvais que c'était difficile d'essayer de comprendre comment on peut le faire à la population québécoise, alors que même nous, on le fait dans le cadre d'activités festives, on n'en développe pas une relation, disons, commerciale. Commerciale parce que viens en manger chez moi. Je suis celui qui a des connaissances. J'utilise en entier la bête. Puis par respect, je ne ferai pas 365 jours un plat d'orignal. Un orignal, c'est une bête en entier. Fait que là, il y a toujours ces parties-là qui font en sorte qu'à un moment donné, on en mange de manière. Et si j'avais à proposer quelque chose, comme je l'ai toujours dit, je pense que, à moins que je me répète des fois, puis peut-être j'ai peut-être pas dit toujours la même chose, mais je pense que ce qui est important, là, c'est vraiment de dire en fonction d'une période donnée. Puis si en même temps, ça a un impact sur le garde-manger, c'est-à-dire dans le fond, là, dans différentes nations, c'est bon, on n'a pas toujours. Tu sais, l'idée, c'est pas que moi j'exporte dans les autres communautés, mais si à proximité de chacune des communautés, il y avait cette opportunité-là de dire mon garde-manger, c'est ça cette année, c'est la limite. Il y en a plus, il y en a plus. Il y en a plus pour les touristes. Mais en priorité, moi, avant de donner aux touristes, c'est les CPE, c'est les aînés, c'est les milieux scolaires, c'est les gens de la famille. Bon, c'est... je vais enlever ma montre me parle en disant « Qu'est-ce que vous voulez dire? » C'est dans le contexte où
où je pense que ça, c'est beaucoup plus prioritaire, de s'assurer que ma propre population, mes membres de ma communauté qui vivent dans ma communauté, puissent avoir accès à ces gibiers-là. Être membre d'une Première Nation, c'est aussi en même temps de donner l'opportunité de faire des échanges qui pourraient être commerciaux. On a des gens qui pêchent là, sur la Côte-Nord, à Wolastoqua, Wakukusuk, les Inuits de la Basse-Côte, les Inuits de Sipit, nommez-les, là, au Danak, les gens qui pêchent en Abitibi, les gens qui vont justement les cris. Donc, tous ces gens-là devraient constituer le garde-manger communautaire de tout l'ensemble des Premières Nations. Et occasionnellement, on devrait avoir une association où on pourrait se partager ces connaissances dans le cadre de l'activité festive ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, les milieux de la restauration, de la gestion du développement, à l'épicerie, sous contrainte, on est capable de limiter, je pense, cet accès-là. De pas acheter 500 kilos de viande, tu sais, je veux manger. Peut-être qu'il y aurait une loi, il y a une manière de faire, tout en respectant justement ce que les Premières Nations, de chacune des nations, chacun des villages, pourra gérer cette grande ligne-là. Et à chaque année, on refait un processus en disant, bon, l'impact, c'est ça, on est rendu là, de quelle manière on pourrait s'échanger. Et d'autant plus, je pense qu'en même temps, toujours s'assurer de prendre la ressource et de la maximiser. C'est-à-dire, dans le fond, les peaux de poisson, les queues de castor, les bois des animaux, par respect, qu'on puisse en faire justement ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire, dans le fond, une transformation pour un besoin. On a développé des technologies, on a développé des pratiques, on a développé des éléments de manière ancestrale qui feraient en sorte que ça nous permettra aussi d'avoir une matière première présente et proche. Sans tirer de roche, mais je vais le faire, parfois, je vois des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à voir. C'est-à-dire, dans le fond, je vois des gens qui font des capteurs de rêve avec des cerceaux achetés sur Internet, avec du cuir de je ne sais pas trop quoi, puis du fil en fusion de je ne sais pas trop quoi, puis des perles en plastique, puis des perles, bon. Fait que bref, tout ça, tu sais, je me dis, Caroline, jusqu'où l'authenticité de cette pratique-là fait en sorte que on pourrait justement maintenir une certaine éthique. Et ça fait partie justement de toute cette transformation-là alimentaire qu'on s'était donnée à l'époque. Donc, je suis beaucoup sur l'aspect, il y en a qui vont dire folklorique, mais c'est pas du folklore, c'est dans nos connaissances à nous, dans nos pratiques. Donc, une raquette un arbre qui a été bûché, on a récupéré l'écorce, on a récupéré le bouleau, on en a fait des lanières pour plier. On tue un animal qui est un orignal ou un caribou, on utilise sa peau pour le transformer. On fabrique avec les os des aiguilles pour le fil à pêche. Vous voyez là un petit peu, tout est ramifié là, dans le contexte. C'est vraiment une économie circulaire qu'on avait développée dans nos pratiques. Aujourd'hui, je vous expliquais qu'on était très moderne. On va acheter des choses sur eBay ou encore on va acheter des raquettes en aluminium. Bon, c'est correct. OK? Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre trop de pression non plus sur la ressource. Mais en même temps, moi, je pense que ça fait en sorte que nos pratiques disparaissent graduellement. Je vais me donner jusqu'à écart, si vous me permettez, là, le temps là, d'avoir peut-être quelques questions. Je parle de la MAPAC là, depuis l'interdit de pratique là, en 1967, là, à moins d'avoir un bon ami chasseur, c'est pas chose facile de se procurer du gibier sauvage au Québec. Bon, ou encore quelqu'un qui allait à la chasse, puis il cuisinait, puis il vous en partageait, ou encore, on n'avait pas le droit de faire du commerce non plus, puis c'est encore interdit aujourd'hui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, ce qui est contraignant pour les Premières Nations. Je prends comme exemple aussi en même temps le chef d'entreprise, restaurateur Steve Gros-Louis de Wendake, que vous connaissez probablement, à Sagamité. Steve, en même temps, je suis allé à l'école à Wendake aussi, pas à Wendake, mais à Loretteville, parce que j'ai fait mes secondaires 3, 4, 5 à Québec.
Et Steve était là, on se connaissait, mais on n'avait pas trop parlé de qu'est-ce que c'était. Lui, je me rappelle qu'il avait lancé avec son père à l'époque un restaurant en se disant, ben écoute, on va essayer de faire quelque chose. Dans les fin des années 90-2000, là, il a essayé d'aller au bâton. Puis ça, je me rappelle, pour essayer de contourner les pratiques restreintes de la MAPAC. Donc, dans le fond, contourner, c'est-à-dire, dans le fond, si moi, j'ai une pratique, j'essaierais d'amener à la table de manière occasionnelle ce genre de choses. Ça aurait été quelque chose de super intéressant. On aurait vu, je pense, à mon avis, une ouverture beaucoup plus facile. Mais vous vous rappelez, là, la fin des années 90, il y a eu quand même, au cas où, une situation qui a fait en sorte que les populations autochtones là, ont connu là, quand même des fermetures sur bien des pratiques là, administratives et gouvernementales. Bref, ça, c'est ma vision. Lui, il s'est dit, bon, écoute, parfait, vous voulez pas, ben, je vais m'acheter du wapiti, compte tenu que c'est les viandes sauvages que je pouvais prendre. Et il y avait aussi en même temps le cerf. Et puis, il y avait le caribou aussi qui était disponible à l'époque. Jusqu'à temps que, vous savez, là, chez les Inuits, là, il y avait la chasse qui se faisait. Puis bon, bref, on pouvait acheter là, à Québec, moi je me rappelle chez Gibier Canabec d'ailleurs, on pouvait acheter du caribou là, facilement. Fait, moi, je commençais à faire un peu là, certaines cuisines à cette époque-là. Et c'était disponible. Mais à un moment donné, bon, on a trouvé des maladies qui font en sorte que, bon, bref, on va empêcher ça. Maintenant, on ferme le marché. Puis là, on s'apercevait aussi en même temps que ça s'en allait à l'extérieur. Donc, on vendait ça à l'extérieur. Ce qui veut dire, encore une fois, que le Québec, là, c'était un lieu où ce que les gens pouvaient vendre cette viande de gibier-là. Alors, le caribou, pour tout le respect que nous, on a, il y avait de la transformation. Puis je me rappelle que Steve m'avait dit que c'était quand même le plus gros acheteur de caribou là, à Loretteville, là, justement, où il était à côté. Tout ça pour dire qu'à l'autre bout, lui aussi s'était opposé justement à tout l'aspect là avec les restaurateurs là, qui voulaient mettre la main sur les gibiers puis en vendre dans la restauration parce qu'on se disait dans le même sens, pourquoi eux? Il y a un cas d'exception au Canada. Mais pourquoi pas chez nous? Ça, c'est la raison que je ne peux pas vous dire. Terre-Neuve-Labrador, vous connaissez, hein, c'est complètement à l'extrémité. Il y a quand même, à cette époque-là, des présences autochtones, par les fouilles, puis on a statué par les fouilles, puis par les histoires orales aussi qu'on a parlé de la présence des Béotucs, les Inuits, les Inuits, puis les Micmacs. Bon, puis que nécessairement, on savait que cet endroit-là était quand même important avec le caribou, les plantes comestibles, bon, bref, ce qui fait partie de notre alimentation. Puis, ça a eu un impact aussi en même temps sur l'aspect de voir que cette province-là a quand même gardé des choses pour pouvoir permettre d'en manger. Tu sais, je parlais tout à l'heure de l'histoire de la morue. Là, tu sais, si on mange, si on baisse les stocks au total, ben, ça a un impact sur une économie. Quand il y a 30 000 Terre-Neuviens qui perdent leur emploi là, à cause justement de cette situation-là de la morue, tu te dis, ouais, ça fait mal. 30 000 personnes. Oui, c'est vrai, c'est une crise économique. Mais quand on regarde les Autochtones qui sont restreints justement à toute cette accessibilité-là de leur terroir, leur garde-manger. Mon père, là, son garde-manger, là, il était coupé là, au moment où on a fait un barrage. Parce que, tu sais, en bas, tu dis, ah, ben, écoute donc, je peux plus y aller. Ah, ben, j'ai pas l'équipement. Ou encore, tu sais, mon père travaillait en plus au pensionnat comme concierge. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, quand il arrivait, ben là, il essayait de se dépêcher d'un fois pour y aller, mais tu sais, c'était contraignant, là. Fait que je comprends aussi que c'est une limitation, là, en ce qui a trait à ça. Ça, on a 630 communautés autochtones là, reconnues, là, avec une étiquette de réserve. Puis, de ces 630-là, pour qu'ils puissent s'autosuffire de manière commerciale, on fait tout. Là. Chez les Inuits, là, envoyer du stock, de l'alimentation chez les Inuits, là, c'est extrêmement loin. Mais, à un moment donné, je pense que les Inuits ont pris un tournant au moment où ils se sont aperçus que les enfants dans les CPE avaient des problèmes de santé. Et lors de cette situation-là, le directeur de ce lieu-là, de la santé publique, avait dit, écoutez, il faut essayer de trouver une façon de faire. Parce que là-bas, ce qu'on essayait de vous imposer, c'était
porc, bœuf, poulet. Hein? Fait que, tandis que tu as l'agopède, en tout cas, les perdrix sont à proximité, tu as du phoque, tu as du saumon, tu as du caribou. Alors, ça, c'était interdit d'en faire dans les CPE. Imaginez, là. C'est votre garde-manger, tu peux pas le manger tu peux pas envoyer ton enfant parce que c'était ça, tu sais, s'il y a un lieu où il peut manger un repas, tu sais, intéressant, ça pourrait être là. Fait qu'il y a eu le ministère de la Famille qui a interdit beaucoup. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié, entre autres, par l'Université Laval, là, justement, là, avec les recettes familiales au Nunavik, je pense, si je me trompe pas. Euh, c'est un ouvrage super intéressant, puis ça a fait changer la mentalité de pouvoir voir que ton garde-manger peut aussi t'aider dans ta santé alimentaire. Donc, au moment où les enfants sont habitués de manger des aliments là, de proximité là-bas, de la chasse, de la pêche, puis bon, ben, la santé s'est grandement améliorée. Alors, moi qui est maintenant diabétique, qui vit avec cette difficulté-là alimentaire, parce que tout est relié à l'alimentation, des sucres cachés, des aliments gras qu'on ne sait pas, mais que dans notre contexte à l'époque avant, dans le contexte moderne d'aujourd'hui, ben ça me limite, moi, à faire autant d'exercices que je pouvais, parce que je dois me lever pour aller travailler, rapidement revenir ici, retourner à la maison. Donc, si je veux aller en forêt, ben là, il faut que je le mette dans les 52 fins de semaine de l'année. Donc, 52 fins de semaine, ça me donne moins de temps pour aller chercher mes ressources alimentaires. Fait que nécessairement, il faut que j'essaie de trouver une manière de changer mon alimentation. Puis, c'est là la grande difficulté, je pense. Que si on aurait, puis il y a beaucoup d'Autochtones qui sont affectés par le diabète. Le diabète, moi, je vois ça là, comme ça, peut-être pas pour tout le monde. Je vois ça comme si c'était un cancer qui te gruge graduellement à petit feu et que graduellement, tu vas perdre ta santé physique. Moi, personnellement, j'espère être en forme de 6 heures à 7 heures le soir parce que, justement, euh, si je mange pas bien, si j'ai pas un bon équilibre alimentaire, ben ça devient difficile. Fatigue, perte de vision, euh, énergie moindre. Alors que j'étais un sportif à l'époque, ça paraît plus aujourd'hui, là, mais j'étais un sportif à l'époque, puis j'étais vraiment quelqu'un qui faisait attention à son alimentation, ben ça fait partie de mes obligations aujourd'hui. C'est pas tout perdu. Je pense qu'on peut faire encore plein de choses dans ce sens-là, puis on peut être en bonne posture aussi en même temps. J'ai plein de choses à dire, mais là, je vois que le temps arrive aussi rapidement. Si vous me permettez, là, je ne sais pas si ça termine à 12h30, absolument. On essaie, OK. Je vais me permettre, là, si vous me permettez, là, de vous présenter un court extrait de mon dernier film que j'ai fait en septembre dernier, qui s'appelle Outre le silence des canaux. Dans le fond, c'est la matérialité, voir l'importance de la matérialité des Autochtones sur leurs pratiques culturelles. Et ce film-là est une introduction à mieux comprendre que le canot avait un esprit important pour le Cantowood, qui est le chasseur. Le Cantowood, son objectif, c'était d'aller chercher du gibier, puis de revenir, puis sinon de transporter sa famille en fonction des saisons, puis de voyager. Donc, il y a autant d'importance que les enfants qui vont embarquer dedans, que de bien savoir ses connaissances, canoter, puis de faire des choses, que ces enfants-là, dans le fond. Fait que, tu sais, si tu prends pas soin de ton canot, ben, il va arriver des choses particulières. Alors, je vais terminer avec ça. Je vais nécessairement, par la suite, là, prendre des questions aussi. D'accord? Euh, celui-là. Donc, vous voyez Wapikoni. On est bon.
Ntimilelten epapamskayan ashas nortawi Gabriel ke ashas nagawi. Tatsitataten nete nepetstukuts. Ashi nashtanno mistueskats ashi nenapa. Mukuma esk shortshiu nte esnakushian. Kente emambetneltman begons. Misedwo jipamskan nte ntuhusis. Mistuk kapitsik apusontayan ke ne nipi epamskanus. Emambetneltman nishtakons ekunne kantuhut. Kawaptliwet zinikattanus utsmau esnkataknt. And taman enakumut nipi. Ntashipis kawaptaman kainiuyan kawestagans nin zeitabitsian ashas mistuk kapitsagant. Kapitsik tititotak ntalniwan ut kaisnkatagans. Ntisnan ewistman etik witsautagots. Ashi jipamskan ashatsil. Jam dzeweskats aneskutabiu chelnus kapamskato. Egumak mistset bubun dziabstan tzi pamskayuk apetchino. Dans cette partie-là, vous avez compris là, que le canot s'adresse à mon père pour lui souhaiter là, qu'il puisse faire un tour de canot encore une fois, une dernière fois avec lui. Je voulais vous montrer quand même la fin là, de ce court-métrage-là qui parle beaucoup de cette importance que mon père a comme guide. Là, Enfin, les instructions sont remises et les enfants remercient leur mouchon. Alex, as-tu fait ta colle? Oui. Oh, grand-papa chanceux. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est correct, papa. Merci. Non, merci pas. Attachement? Ouais. Ah, tu voulais quelque chose, tes gens? Non, non. Correct? Ouais. Tu l'as posé ce côté-là. Faut pas que tu rentres fort. Avec lui et les autres. Hein. Umenochtish ntuelten minos tzi miluguyan tzi pamskayan tzi apiekutente. Make minos nashtalno popon tzikishplo. Nochtishume nashwash ashu nishwas taponishu. Espas etzi witzeuta ke witzewin. Akunnelo ishmilugo ntuasins nosamets ke wilo tzishpeteltko nelo. Je suis ému de pouvoir réunir mes enfants avec mon père pour vivre ce moment unique. Sur le même lac de son enfance, avec son canot. OK. On fait une photo, qu'est-ce que tu es capable? Malik, lui, a 12 ans, comme le jour où tu es devenu un canto, un chef de canot. Thomas suivra certainement tes traces. Alors voilà. Je terminais, je souhaitais vous présenter à la fin, là, justement, toute l'importance. Moi, mon savoir, je le tiens de mes parents, je le tiens de mes grands-parents, je le tiens de mes rencontres que j'ai faites sur le territoire, les gens avec qui j'ai partagé, discuté.
une vision commune. On a essayé d'un fois d'essayer de se dire ben, comment on peut faire de manière positive tout cet aspect-là. Je souligne que j'admire beaucoup les gens qui font les efforts, puis je les encourage à continuer à faire des efforts, de documenter, puis de faire en sorte que les rencontres avec les aînés puissent constituer l'histoire familiale, première des choses, mais aussi qu'ils soient transmises, remises aux organismes de la communauté qui font, que ce soit les musées, les centres d'archives, les écoles, qu'on puisse documenter nos propres relations avec le territoire. Et c'est de cette manière-là qu'on va développer justement constituer encore une fois ce savoir-là extrêmement important. Et puis voilà. Et ce film-là, ben, il n'est pas en circulation. Il a été au RIDM l'autre jour au Donac, pas au Donac, mais à Montréal. Mais il n'a pas été présenté encore. Fait que je tenais beaucoup à vous montrer quelques images de mon père, qui est encore un peu mal comme. Voilà, merci.